L'Inconfortable, le podcast intersectionnel haut en couleur qui te sort de ta zone de confort. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour cet épisode live du podcast L'Inconfortable, le podcast intersectionnel haut en couleur qui te sort de ta zone de confort. Alors aujourd'hui on est à Mémo, c'est à la bibliothèque de la ville de Fribourg, dans la salle Rosier. C'est un épisode qui est à la fois enregistré pour être monté en podcast et aussi il est en direct sur la page Facebook avec également un public en présentiel. Alors, aujourd'hui, on va parler des 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse. Je vais quand même me présenter rapidement. Alors bon, les gens dans la salle me connaissent, mais peut-être que certains qui sont en ligne me connaissent moins. Je m'appelle Kazi Warem, je suis journaliste et philosophe, et j'ai co-créé le podcast intersectionnel L'Inconfortable, qui a pour but, en fait, de parler des problématiques qui sont rencontrées par les femmes racisées en Suisse. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la thématique du suffrage féminin en Suisse. Et je me suis dit en fait, que ce n'était pas forcément donné à tout le monde de savoir quand, quoi, où en Suisse, comment ça s'est passé en fait pour obtenir le droit de vote. Il faut savoir qu'en Suisse, on est quand même les derniers en Europe à avoir obtenu le droit de vote pour les femmes. Et donc, c'est une longue histoire. C'est une histoire de longue haleine. Alors, tout d'abord, ça va pas être hyper long, c'est pas un cours d'histoire, vous inquiétez pas, ça va être juste quelques petites notions assez faciles, ok ? Donc, en 1884, il y a la nouvelle constitution fédérale qui garantit à tout Suisse le droit de voter et d'être élu. Sauf que le petit hic, c'est que les femmes ne sont absolument pas inclus en fait dans ce droit-là. Donc, à ce moment-là, elles n'ont ni le droit de voter, ni le droit d'être élues. Donc forcément, il y a des associations de femmes qui se sont retrouvées à réclamer forcément ce droit-là. Elles ont demandé du coup à soumettre le suffrage féminin au vote dans certains cantons, dont Genève, Neuchâtel, Bâle-Ville, Zurich, Glaris et Saint-Gall. Et au début, tous les cantons, sans exception, disent non. Et on se retrouvait avec des affiches comme celle-ci, qui disait que si les femmes se mettent à voter, elles n'ont aucune idée de ce qu'elles font, et puis elles seront de toute façon influencées par les partis, et puis voilà, c'est des proies faciles. Donc des arguments hyper misogynes comme ça, il y en a eu, et donc elles ne pouvaient pas voter jusqu'à l'année 1959, où les femmes, alors toujours au niveau fédérale, elles ne peuvent pas voter ni être élues, mais au niveau cantonal, le canton de Vaud, c'est le premier canton qui décide d'accepter le droit de vote et d'éligibilité des femmes au niveau cantonal. Ensuite, il y a Neuchâtel et Genève qui suivent, mais la vraie révolution, c'est le 7 février 1971, puisque après plus d'un siècle de combat, les femmes suisses remportent enfin la victoire et peuvent à la fois voter et être élues. Donc ça, c'est pour les femmes qui sont suisses, qui sont nées en Suisse. Mais en fait, en Suisse, aujourd'hui, on peut être une femme et ne quand même pas pouvoir voter à cause de son statut d'étrangère. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire mes petites recherches pour savoir comment ça se passe aujourd'hui, en 2021, pour une femme qui vient ici et qui n'a pas le statut de Suisse. Et en fait, au niveau fédéral, les personnes étrangères, hommes ou femmes d'ailleurs, ne peuvent ni voter ni être élues. Par contre, au niveau cantonal, c'est un peu différent, puisqu'il y a quand même 2 cantons qui acceptent que les étrangers votent, c'est le Jura et Neuchâtel. Par contre, ces personnes n'ont quand même pas le droit d'être élues, en fait. Et enfin, au niveau communal, c'est encore une autre histoire. Là, on a près de 600 communes réparties dans 6 cantons différents qui accordent aux étrangers le droit de vote et d'éligibilité. Mais on va voir qu'est-ce qui nous intéresse. Nous, c'est à Fribourg. À Fribourg, comment ça se passe ? C'est un peu particulier. Au niveau cantonal, les étrangers n'ont ni le droit de voter ni le droit d'être élus. Par contre, au niveau communal, ils ont le droit de voter et d'être élus, mais à condition d'être domiciliés dans le canton depuis au moins 5 ans. Et cette règle-là, elle dépend, ça va de canton en canton, des fois c'est 10 ans, des fois c'est 3 ans, des fois il n'y a pas de spécification de ça, et c'est très dépendant, mais ici il faut être au moins là depuis 5 ans. Et du coup, on va s'intéresser à l'expérience réelle de ce que c'est d'avoir le droit de vote ou pas
en Suisse, avec 2 invités. La première qui est ma mère, Questa Morali, voilà, qui est ma maman et qui est venue ici. J'ai pas encore les questions, t'inquiète, après. Donc, qui est venue ici en 1996 avec ses filles depuis le Kurdistan et qui est passée d'un statut d'étrangère à un statut de Suisse après sa naturalisation en 2011. Et de l'autre côté, on a Madame Ruth Luthi, qui est ancienne conseillère d'État et qui a connu quand même une Suisse où le droit de vote des femmes n'était pas encore une réalité. Donc, moi, je propose de commencer peut-être par vous, Madame Luthi, puisque vous êtes née à la fin des années 40, donc une époque où en Suisse, c'était encore un rêve pour les femmes de pouvoir voter ou être élues. Et je me demande, est-ce qu'à ce moment-là, quand vous étiez enfant ou adolescente, est-ce que l'idée même du suffrage féminin, c'était une idée populaire ou pas du tout? Bon, si c'était populaire ou pas, c'est difficile à dire. Je me souviens plus, comme enfant, si vraiment le débat était déjà public sur le droit de vote. Par contre, je me souviens très bien que le dimanche, un dimanche de vote, on accompagnait notre père d'aller au bureau de vote. Et puis, maman, avec ses enfants, restait dehors. Et papa entrait pour aller voter. Donc, ça nous a quand même déjà surpris. Mais excuse-moi, juste un peu plus. Pourquoi maman ne peut pas aussi entrer pour voter? Pourquoi elle doit rester avec nous dehors? Ça, c'était voilà, quand j'étais enfant, dans les années 50. Et puis, après, quand même, je me souviens à l'école secondaire, on avait quand même un enseignement civique. Et puis, notre professeur organisait un jeu de rôle sur ce thème. Donc, il a cherché des personnes, quelqu'un qui va argumenter pour le droit de vote des femmes et quelqu'un contre le droit de vote. Et il y avait beaucoup qui voulaient jouer le rôle en faveur du droit de vote et personne qui voulait s'exprimer contre. Ça m'est quand même resté, ça veut dire comme jeune, c'était déjà évident que ça devrait être le cas pour les femmes. Et vous l'avez dit, les premiers cantons ont quand même donné le droit de vote dans les années 60 au niveau cantonal. Cela veut dire que c'était déjà un thème qui était discuté, mais pas encore, il n'y avait pas une grande activité au niveau, je pense, dans les rues. Ok. Et je me demande aussi, une fois arrivé à l'âge adulte, quel sentiment est-ce que vous avez ressenti quand c'était les périodes de votation et que vous en étiez exclu à cause de votre genre? Oui, c'était très ambigu comme situation parce que j'ai fait une formation d'enseignante. Donc, à 19 ans et demi, j'avais mon brevet d'enseignement. J'enseignais dans une classe avec 36 enfants. Ça veut dire que j'avais aussi 36 couples de parents qui étaient là, à qui j'ai parlé. Donc, on avait une responsabilité. Il y avait aussi, à cette époque-là, encore, l'enseignante était encore une autorité. On nous faisait confiance, on nous demandait des conseils. Et en même temps, le dimanche, quand il y avait une élection ou un vote, nous n'avons pas eu de droit de s'exprimer. Et on réalisait bien que nous avons aussi travaillé dans un cadre légal, ça veut dire que toutes les lois qui concernent l'enseignement et les règlements ont été votées par les hommes, mais nous, on eu aucun droit de s'exprimer là-dessus. Donc, cette ambiguïté d'un côté, on nous fait confiance, on a des responsabilités, mais on ne pense pas qu'on pourrait aussi s'exprimer sur le plan politique. C'était incompréhensible. Moi, je me demande justement, du coup, face à cette situation, est-ce que vous avez milité pour obtenir le droit de vote à l'époque, et si oui, sous quelle forme? Bon, je dois dire, à cette époque-là, je n'ai pas encore fait partie d'un parti et non plus d'une association de femmes qui s'est battue. C'est plutôt dans l'organisation des enseignantes à l'époque où là où on avait l'occasion d'être dans le comité, de s'exprimer. C'était toujours sur des questions d'enseignement ou les droits des enfants, de s'occuper vraiment aussi de
du bien-être de ceux qui nous étaient confiés. Donc là-dessus, je me suis engagée et bien sûr, c'était non seulement à l'époque la question du droit de vote, mais c'était aussi la période des années 68. Et ces années de 68 ont quand même déclenché une réflexion sur des questions d'autonomie, de liberté et surtout de droits de l'homme. Et ça veut dire des droits pour tout le monde, que ce soit des hommes ou des femmes, des enfants, des étrangers. Alors, je crois que c'était vraiment une bonne situation, une belle époque où le débat commençait. Donc, on pouvait travailler, bien sûr, dans des organisations féminines ou ailleurs. Et voilà, moi, j'étais aussi, quand j'ai commencé à faire la politique, j'ai choisi plutôt de militer avec les hommes et les femmes, mais j'étais conscient comment il a été important qu'il y avait des organisations féminines avant qui ont préparé le terrain. Je pense qu'il fallait les deux, travailler vraiment pour encourager les femmes et en même temps aussi travailler avec les hommes parce que l'émancipation de la femme nécessite aussi l'émancipation de l'homme. Ouais. Et une fois que le droit de vote est devenu une réalité, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans votre vie, à vous? Bon, c'est clair, le changement ne vient pas d'un jour à l'autre. Mais c'est quand même au moment où vous pouvez voter, vous vous intéressez aussi davantage à la politique. On s'informe plus et puis on commence aussi à s'immiscer. Et c'était aussi, les partis étaient conscients qu'ils devaient aussi proposer des femmes, donc ils ont aussi cherché des candidates. Ça nous a ouvert vraiment la porte pour vraiment nous engager et puis aussi prendre notre place dans ce débat politique. Et je pense que c'était le plus important, c'était aussi pour l'estime de soi des femmes, d'être reconnues, qu'on a aussi ce droit et puis qu'on est aussi capable de le faire. Et c'est ça, je crois, qui était peut-être le plus important. Ouais. Bah, du coup, ça amène à ma prochaine question, puisque vous avez quand même été la première femme à présider un gouvernement cantonal en Suisse romande. Et je me suis demandé quand est-ce que l'idée de devenir conseillère d'État vous est venue? C'était quoi vos motivations? Comment c'était perçu aussi? Bon, c'était jamais un objectif de devenir conseillère d'État. Okay. Ça n'a pas fait partie de mon plan de vie. Par contre, j'étais intéressée de m'engager non seulement pour mes intérêts, mais pour la société, pour notre pays, et surtout aussi défendre non seulement justement les propres intérêts, mais défendre les intérêts et améliorer les conditions de vie de ceux qui peuvent peut-être moins s'exprimer. C'était les enfants, mais c'était aussi les étrangers, c'était aussi la nature. Donc vraiment assumer ou participer à assumer une responsabilité et participer à trouver des solutions. J'étais toujours un peu critique envers des gens qui rouspétaient seulement, mais qui ne voulaient pas participer à ça veut dire aussi assumer une responsabilité. C'est facile de critiquer de l'extérieur si on ne s'engage pas. Alors, ça m'a motivée, et comme ça a commencé avec la commission scolaire, et puis parce qu'après j'ai fait des études, et pendant les études je trouvais oui, mais les études c'est bien pour moi, mais il faut quand même s'engager aussi pour la société. Je suis entrée dans le parti, conseil général. Je me suis dit, si tu es déjà dans un parti, il faut aussi participer un peu à la ligne du parti. Alors j'ai accepté d'être au comité. Après, c'est le Grand Conseil. Après, j'ai accepté la présidence du parti cantonal. Et puis, quand on a cherché des femmes comme candidates pour le Conseil d'État, voilà, vous ne pouvez pas dire non. Si vous défendez que les femmes doivent prendre une place dans la politique, alors j'étais prête d'être candidate et aussi, si jamais, assumer et de faire cette belle fonction. Et puis voilà, j'ai eu la chance, c'était quand même aussi une période, c'était en 91, on voulait
je crois que les femmes voulaient quand même aussi que des femmes, un conseil du canton, le conseil d'État, donc l'exécutif du canton, ait aussi au moins une femme. Ouais. Je crois que c'était ma chance. Et malheureusement, pour le moment, c'est toujours une entre 7. C'est de loin pas assez. Ouais. Du coup, ma dernière question, ensuite on passera à toi, maman, c'est de savoir, selon vous, depuis les années 70, est-ce que la situation et la condition des femmes s'est véritablement améliorée selon vous? Bon, bien sûr, il y a eu des améliorations, mais on n'a pas encore atteint l'objectif, ça c'est évident. Mais on a fait de bons progrès. Je pense, par exemple, en politique, quand je suis comme conseillère d'État, il y avait des conférences de tout, par exemple, la conférence des directeurs de la santé. Donc, de chaque canton, il y avait le directeur qui était dans cette conférence. Et j'arrive dans cette conférence des affaires sanitaires, j'étais la seule femme. J'étais dans la conférence des directeurs des affaires sociales, la première femme. Et puis après, année après année, ça s'est amélioré. Donc, non seulement dans ces domaines peut-être qu'on a d'abord donné aux femmes, mais aussi dans la conférence des directeurs des finances ou des travaux publics, tout d'un coup, quand même, il y a eu une après l'autre. Je pense aussi dans la formation, on a quand même plus ou moins les mêmes chances maintenant dans l'enseignement, dans la formation. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au niveau secondaire ou même à l'école normale, les hommes, les garçons avaient encore un peu plus de mathématiques et de physique, et nous avons eu les travaux ménagères. Voilà, là, il y avait quand même encore des différences dans la formation. Je crois aujourd'hui, là, il y a un progrès. Il y a certainement encore beaucoup à faire dans des positions de cadre, par exemple dans l'économie. Là, c'est autre chose. Et pour cela, il faut changer aussi le milieu du travail. Il faut plus de travail partiel. Il faut aussi améliorer les conditions pour les familles, pour le placement des enfants. C'est clair aussi longtemps qu'il n'y a pas ces structures. C'est toujours la femme après, ou presque toujours, qui reste à la maison et les hommes qui travaillent. Donc, il y a encore beaucoup de pas à faire. Et je pense que le plus important, quelque chose qui est très important, c'est l'égalité de salaire entre hommes et femmes. Égalité aussi pour les assurances sociales. Donc, il faut continuer, mais aussi voir des progrès sont possibles s'il y a assez de femmes et des hommes qui s'engagent. Yes, merci beaucoup, super. Et on va passer à toi, maman. Donc, j'ai envie de dire qu'on sait un petit peu tout l'une de l'autre, hein, mais j'ai quand même résumé pour les gens qui ne savent pas. Toi, tu as quitté ton Kurdistan natal pour te réfugier en Suisse en 1996. Et je me suis demandé, quand tu es arrivée, est-ce que tu t'attendais à être exclue de la vie politique à cause de ton statut d'étrangère que tu avais à l'époque? Nous, quand on a quitté en Irak... Bien dedans. Oui. Ça va? Oui. Excuse-moi, tout d'abord, j'aimerais juste ta question. Ouais, on n'a pas choisi la Suisse. La vérité, c'est les Nations Unies par hasard qui nous a envoyés en Suisse. Parce que nous, quand on a quitté en Irak, on s'est présenté en Turquie par les Nations Unies. Et puis c'est le hasard. Je ne connaissais rien du tout sur la Suisse. Hein. Ouais. Je croyais même qu'il parlait l'anglais, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, oui. On est venu ici, mais ça m'a étonnée. Ça m'a étonnée pour la vérité quand je suis arrivée. Parce que pour moi, en tout cas, je croyais dans ma tête, et puis je crois encore, quand tu respires dans une chambre, pour moi, un pays, par exemple, maintenant, si on vote pour quelque chose, normalement, on doit tous avoir droit de voter. Est-ce que, je ne sais pas, le climat de cette chambre, c'est 21 degrés. Alors, tout le monde est d'accord ou pas? Alors, dans un pays à peu près, en tout cas, ça m'a étonnée au début. Mais ce qui m'a étonnée un peu plus, même quand je suis arrivée en Suisse, la première chose que j'ai demandé à mon assistant social, j'ai dit, est-ce qu'il y a une organisation pour les indépendants, pour défendre les femmes, tout ça?
Alors, Espace Femmes, il m'a dit, ah oui, à Fribourg, il venait, personnellement, j'ai participé le 14 juin pour le vernissage de l'ouverture. Même au niveau ça, c'était un peu pour moi étonnant qu'il n'avait pas encore vraiment mis sur le pied quand même pour les femmes certaines choses qu'on avait besoin. Pour la votation, c'est vrai, d'un côté, je comprends. Si, il n'aimerait pas qu'une femme qui pour élue. Mais pour voter, à mon avis, c'est quand même, on a droit à voter. Même si tu n'as pas la naturalisation, ou bien c'est quand même minimum droit d'un être humain qui s'exprime, qui ressent, qui a le besoin, qu'il pense. En tout cas, je ne sais pas si ma réponse Oui, bien sûr. est assez claire ou pas. Mais du coup, je pense que ça répond déjà à la prochaine question, mais c'était de savoir justement si tu penses qu'il est normal qu'encore aujourd'hui, en 2021, les étrangers et les étrangères, qui représentent quand même un quart de la population en Suisse, ils n'ont toujours pas le droit de voter ni d'être élus au niveau cantonal à Fribourg, en fait. Tout à fait. Moi, je reviens encore sur une chose. Malheureusement, d'être une femme, c'est déjà pas évident. Ni en Suisse, ni en Irak, ni nulle part. Et puis, d'être déjà entendu ta voix, déjà dans ta propre famille, par tes parents, ou bien par ton papa, ou bien tes frères, après ton mari, encore une fois, c'est pas évident. Alors, imagine dans la communauté. Ouais. Et puis, quand ça va rejoindre le politique d'un pays, c'est encore plus compliqué. Alors, c'est pour ça, encore une fois, je reviens sur ça. Malheureusement, déjà au niveau physique, on est un peu quand même, je sais pas, injuste qu'on a reçu. Alors, encore une fois, au niveau psychologique, parce que tu vois pas quand même une femme, je sais pas, on a la capacité, le Dieu nous a donné une capacité qu'on peut faire plein de choses en même temps, mais quand on n'entend pas ta voix, et puis souvent je pense à ça, peut-être ça n'a rien à voir avec ça, mais j'aimerais quand même rajouter, je dis, quand par exemple la femme, il a vu l'homme qui n'est pas capable, mais qui n'est pas assez pour gagner la vie de ses enfants. Il a mis le pantalon d'une femme, il est sorti. Alors on va maintenant dans le monde entier comment les femmes ils travaillent pour gagner la vie de la famille avec l'homme. Mais il n'y a pas tous les hommes encore qui ont mis le tablier à la maison aussi pour partager le même... vous êtes d'accord? Oui, il y en a plus en plus, mais pas encore. Et puis, pour une femme qui est allée travailler, il n'y a personne qui dit « Ah, c'est la honte, pourquoi tu es sortie travailler ?» Mais pour les hommes, « Ah oui, tu es devenue une femme, il fait pas mal. » En tout cas, c'est ça, quelquefois. Alors, pour moi, je ne trouve pas normal qu'on ne peut pas voter. Je dis c'est dommage qu'on ne peut pas, parce que c'est un droit qu'on doit avoir, voter. Après, comment on décide, c'est quelque chose d'autre. Mais minimum de droit à voter, moi je suis d'accord que tout le monde il peut voter. Quand même, ce qu'il pense. Il doit s'exprimer, il doit dire. C'est clair que c'est une double discrimination quand on est à la fois une femme et à la fois une dite étrangère, donc on a le statut d'étrangère, et que justement, comme tu dis, on n'a pas le droit au vote, quoi, parce qu'au final, on doit vivre dans un pays, mais on n'a absolument pas notre mot à dire sur comment il est géré. Alors qu'on y vit, et que des parcours comme le tien ou le mien, c'est même pas c'est même pas une migration choisie en fait. C'était vraiment venu en tant que réfugié, etc. Et effectivement, d'arriver quelque part et de se dire, en fait, j'ai même pas le droit de me prononcer sur les lois de ce pays, alors que j'ai l'intention d'y vivre. Et d'ailleurs, la preuve, j'ai fait toute ma vie ici. C'est clair que c'est handicapant. Et puis souvent, par exemple, les choses, par exemple, comme pour congé maternité, ça concerne directement la femme. Un homme, il peut soutenir tout ça, mais une femme, il sait ce qu'il vit avec son bébé. Et puis c'est frustrant que tu ne peux pas voter. Et puis je trouve injuste dans les choses vraiment qui est vraiment lien direct avec une femme qui n'arrive pas à voter. C'est quand même un handicap aussi, parce qu'il peut avoir profité avec les bonnes idées, les femmes. On ne sait jamais comment ils pensent, je ne sais pas, en tout cas. Ah oui, c'est-à-dire que d'avoir des femmes, nous, on peut amener une perspective qui est différente et qui est tout autant enrichissante, mais qui n'est pas écoutée, quoi. Oui, merci pour l'explication. De rien. Mais du coup, moi, je voulais parler du fait que tu es quand même passé du statut d'étrangère à celui de Suisse en 2011, après avoir réussi le test officiel de naturalisation
haut la main. Et je voulais savoir déjà en quoi consistait ce test comment ça s'est passé en fait pour toi. C'était pas évident. En tout cas, au début, ça va, j'ai présenté. On avait droit, en tout cas, c'était pas la même droit pour la première génération et la deuxième génération. Parce que pour mes enfants, une année, ça comptait double, mais pour moi, c'était pas le cas. Après 2 ans, j'ai pu présenter. Et puis, j'ai toujours ce problème avec le chiffre 12. Ça veut dire 13 moins 1. Tu vois, je prononce mal toujours. C'est pas 12, c'est 12. En tout cas, après, quand j'ai demandé, en tout cas, les conditions, chaque année, elles deviennent plus difficiles. Alors, moi, quand j'ai demandé, c'était la nouveauté, entre guillemets, à l'état civil. Ils ont quand même me faire interview presque 3 heures avec 2 dames. Il y avait, je ne sais pas, 100 quelques questions. Sur culture, sur histoire, sur géographie, sur politique, sur le repas, sur la tradition, sur plein de choses en tout cas. Et puis après, c'est comme, par exemple, le permis de conduire, tu avais droit combien tu rates, alors là, tu n'as pas besoin de refaire le même examen. En tout cas, oui, moi, heureusement, comme j'ai quand même commencé, parce qu'on est arrivé en 96, depuis 98, j'ai commencé à travailler et puis je me suis quand même bien intégrée, je savais pas mal les réponses. Et puis les questions, tu ne te prépares pas, tu sais rien du tout, c'est par hasard, 100% qu'ils te posent des questions. Mais d'un côté, je les comprends, ça, je suis tout à fait d'accord qu'ils ont droit de donner leur nationalité à quelqu'un ou moi qui a le moindre idée de leur pays. Mais il y avait les choses quand même, il était un peu exagéré. Oui, j'ai entendu dire que des fois, ils te demandent comment faire une fondue. Si c'était ça aussi, ça c'est pas grave, je savais faire le fondu. Non mais, quand même. Oui, j'ai envie de dire que... oui, mais par contre, une chose que je sais pas si je vais raconter, une chose, en tout cas, une question, il m'a dit qu'est-ce que ça veut dire Saint-Bernard. Et puis, moi, j'ai souvent, en tout cas, j'aimerais rigoler. J'ai dit, le seul Bernard que je connais, c'est le moniteur qui m'a appris à conduire. Il n'a pas du tout apprécié la dame. Il me regardait comme ça. Alors, j'ai dit, oh là là, je crois, je n'ai pas bien dit. J'ai dit, alors, madame, c'est le nom d'une église. Elle m'a dit, non, c'est le chien le plus connu ici. Oui. En tout cas, non, il pose les fondus, il pose raclette. Moi, ce n'était pas fondu raclette, c'était bénichon. Et puis, heureusement, une semaine avant, ma collègue, il est suissesse, il avait mangé fondu. Alors je lui dis, c'est quoi exactement? Il m'a raconté même le balançoire de bénichon dans les villages à l'époque. En tout cas, je savais tellement bien, incroyable, mon arrière-grand-mère, il était suisse. Hein. Elle était étonnée, la dame, comment je savais A à Z. Parce que c'est pas tout le monde qui sait le balançoire dans les granges à l'époque. Ouais, mais moi je sais pas. J'ai entendu parler de oui, ça. il faisait avec un bois, tu vois. Elle était étonnée en tout cas, je savais très bien. Et puis le repas, comment, en tout cas tout ça. Non, c'est vrai, c'est pas évident. C'est un stress. D'un côté, je comprends quand même. Parce que il y a, surtout au niveau langue, bien sûr, tu dois quand même maîtriser une langue que tu demandes leur nationalité. Mais c'était quand même un stress. Et puis quand j'ai eu l'interview la commune de Givisé, alors quand j'étais là, je crois il y avait, je sais pas, 4 personnes là et puis 5 là. Et puis ils m'ont dit, madame, ça veut dire moi la place du chef. J'ai dit, excusez-moi, je peux aller là-bas, j'aimerais pas. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, ça c'est comme la télé pour moi. Tout le monde il va me regarder. Elle a dit, c'est exactement ça le but. Alors ils m'ont mis la place de télé. Et puis tu dois te présenter. Mais c'était quand même très bien passé. Après j'ai eu la 3e interview au canton. Ça veut dire j'ai dû passer par 3 interviews. Vraiment bien, comme un passoire. Hein. Oui, état civil, communal, cantonal. Et puis, merci le Dieu que j'avais jamais reçu le social, j'avais toujours travaillé. Ça a facilité le processus. Oui, exactement, parce que sinon tu dois rembourser tout ça. Et puis, ça a été très bien quand même au niveau, mais c'est quand même un stress. Tu reçois la lettre dans la boîte aux lettres. Est-ce qu'ils ont accepté? On a un des processus les plus difficiles de l'interrogation.
en Oui, Suisse. oui, oui, tout Vraiment, à fait. c'est un des plus exigeants. Exactement. Et je pense qu'il y a une grosse part d'arbitraire. Je pense que si on ne sait pas ce que c'est la bénichon, Tout- ou on ne sait pas faire une fondue comme il faut, ça ne fait pas moins de nous quelqu'un de Suisse. Ouais, Ça, c'est sûr. Moi, j'ai appris à faire la fondue bien après avoir eu ma naturalisation. ouais, Et voilà, je ne me sentais pas moins suisse pour autant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait toute ma vie ici. ouais, Donc, je pense qu'il y a une part quand même d'arbitraire. ouais. Donc, ça, c'est sûr. Et moi, je voulais savoir, qu'est-ce que ta naturalisation, elle a changé dans ta vie à toi, en fait? Ça m'a beaucoup changé. C'est une réalité. J'aimerais C'est-à-dire? être honnête, dire avant tout, ça change comme jour et nuit, en tout cas par rapport à nous, les Kurdes irakiens. Déjà chez nous, les Kurdes irakiens, on avait déjà, comment dire ça, une peine être reconnu dans notre pays comme un peuple, parce que Kurde, pour Saddam Hussein, avec tout ce qu'on a vécu, c'était pas pour lui. Oui, il n'a jamais reconnu qu'il y a les Kurdes, en tout cas comme un vrai peuple. On a déjà souffert au niveau kurde et puis irakien. Alors déjà, en tout cas moi, je te dis exactement ce que j'ai senti pour que je sois honnête. Je me suis sentie comme si j'étais adoptée par une bonne famille. Tu vois, et puis comme ça, c'était un soulagement. Ouais, tu Au t'es senti niveau- appartenir, quoi. Oui, oui. Et reconnu. Oui. Le deuxième, c'est vrai, ça facilite le voyage, tout ça. Mais moi, la première chose, c'est au niveau psychologique pour moi-même, ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée. Et puis surtout, avant de moi, je m'inquiétais pour mes enfants. Comme ils avaient perdu leur papa, je ne voulais pas, parce que j'avais toujours peur, s'ils n'ont pas la nationalité suisse, qu'ils ne peuvent pas rester en Suisse. J'avais très peur. C'est pour ça, la première, j'ai demandé pour la grande, après j'ai demandé pour la Kaziwa, parce que je dis, ou moi, même si moi, je n'aurais pas, c'est pas grave. Comme ça, mes enfants, ils ont droit rester ici. Parce qu'une femme, quand même, en Suisse, en Irak, c'est une réalité, c'est 1000 fois plus difficile là-bas qu'en Suisse. Alors, c'est pour ça, pour moi, c'était un soulagement au niveau, c'était comme une assurance morale. Je ne sais pas comment je dois m'exprimer, mais j'étais soulagée. Ouais. Surtout pour vous, Bien après sûr. pour moi aussi. Et d'ailleurs, très tôt, tu t'es chargé des processus de naturalisation de tes filles. Moi, par exemple, j'ai été naturalisée à l'âge de 12 ans, au terme d'un entretien, bref, en 2006. Ce n'était pas un test, c'était juste un entretien. Et je me demande pourquoi est-ce que c'était du coup tellement important pour toi qu'on puisse avoir le droit de voter, nous, tes filles. Déjà pour droit voter, pour moi, parce que je savais, en tout cas, j'aurais bien aimé toujours, et puis j'aimerais toujours que mes filles, qui ont grandi ici, qu'ils marquent la place de leurs doigts, de leurs mains, de leurs pensées dans la culture suisse, dans la vie quotidienne des femmes ici. Ouais. Et puis des hommes aussi. Quand je dis les femmes, pas seulement les femmes, dans la communauté. Et puis s'il peut faire quelque chose pour les femmes, volontiers, c'est encore plus. Et puis j'aurais bien aimé aussi que mes enfants qu'ils peuvent participer, parce que pour nous quand même, c'est vrai, moi je suis toujours très reconnaissante pour que la Suisse qui a accueilli ma famille et puis qu'on a vécu ici, qu'on a senti la sécurité. Alors j'aimerais quand même aussi participer comme une responsabilité vers ce pays qui m'a accueilli, que je participe dans cette responsabilité du pays, de la communauté, je ne sais pas comment dire, économique, sociale, oui, tout. Ouais. Moi, en tout cas, je te suis très reconnaissante d'avoir fait ce processus pour moi, parce que c'est clair que, à 12 ans, j'avais aucune idée comment ça se passait. Puis j'aurais dû m'en occuper moi-même à l'âge adulte. Et j'ai des copines, justement, qui sont dans ce cas-là, et elles doivent faire tout le processus elles-mêmes. Et c'est quelque chose qui est lourd, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie aussi. Et puis, du coup, j'ai cette chance que tu l'aies fait très tôt pour moi. Et en plus j'ai eu la chance de ne pas avoir eu le test, parce qu'à l'époque, en tout cas, ce n'était pas encore le cas pour les enfants. Et attends, il y aura les questions, après tu pourras t'exprimer. Alors moi, ils m'ont juste demandé ce que je regardais à la télé. Et en plus, j'ai dit TF1, j'ai pas dit RTS. Donc, heureusement, j'ai quand même eu la naturalisation, mais j'avais pas bien répondu en fait. Mais il n'y avait pas beaucoup de dessins animés sur RTS, j'avais l'impression à l'époque. Il y avait TF1, il y avait beaucoup de dessins animés, alors je regardais ça. Mais en tout cas, c'est clair que pour moi, aujourd'hui, ça fait un énorme changement. Parce que, sur beaucoup de choses, mais simplement aussi, je sais que c'est plus facile de trouver un travail, je sais que c'est plus facile de trouver un logement, je sais que c'est aussi plus facile pour me sentir légitime, en fait, ici,
Et aussi oser m'exprimer en public. Je me dis pas, oh, si je dis un truc, on sait jamais si tout d'un coup je passe d'un statut encore moins bon, ou bien si je sais pas, je fais quelque chose et on me renvoie. J'ai pas cette peur là. Et en plus de ça, bah, justement, comme je sais plus, je crois que c'est vous qui le disiez, Madame Lutti, que quand on peut voter, bah, on se sent plus concerné. Oui, On tout se à dit, fait. bah, ça sert pas à rien en fait de se frustrer à connaître quelles sont les votations si on peut pas du tout y participer à cause de son statut en fait. Et du coup, ça fait que je m'y intéresse beaucoup plus et ça fait que forcément, bah, voilà, je me dis, bah, j'ai envie de voter, pourquoi pas un jour me présenter à des élections ou je ne sais quoi, pourquoi pas. En tout cas, c'est important que j'ai ce choix-là en fait. Tout à Et fait. puis justement, on peut être suisse entre guillemets de naissance, mais on peut aussi être suisse de naturalisation. Et puis, mais il faut se rendre compte qu'il reste une grosse partie des femmes qui n'ont pas le voix au chapitre en fait, et qui ne peuvent pas voter à cause qu'elles ont encore ce statut d'étrangère. Et du coup, bah, on peut le voir quoi, dans les votations, il y a une grosse partie de la population qui ne peut pas voter, alors que des fois, c'est quelque chose qui les concernerait premièrement, comme par exemple Exactement. des avis d'expulsion, ou bien Tout à fait. je sais pas, le statut des personnes étrangères, bah, c'est quand même ironique que ces personnes-là ne puissent pas le faire. Donc, je te remercie beaucoup. Je veux juste voir s'il y a des questions dans le public. Moi, j'ai encore quelques-unes au cas où. Mais il y avait quelqu'un qui voulait s'exprimer. Non, mais vas-y, non, parce que tu as raison. Moi, c'était mon expérience, mais j'ai envie de savoir comment c'était pour toi. J'ai dû apprendre ce que c'était les différents partis politiques. J'avais 14 ans. Ouais. Dans ma classe, aucun Suisse n'était au courant de tout ça. Oui. Donc j'étais gênée à 14 ans de devoir avoir un savoir autant aigu de la politique suisse en fait. Et j'ai fait un vrai examen. Alors j'avais la facilité à comprendre et à apprendre. Donc j'ai eu de la chance, mais j'imagine certaines personnes qui sont vraiment passé l'examen de leur vie. Ouais, ça c'est sûr. Alors moi j'ai eu cette chance que non, voilà quoi, on m'a pas demandé grand-chose. Mais je me rappelle d'une réponse que j'ai dû donner par contre à l'époque. Tu veux le dire? Ne t'es pas dit. Non, vas-y, tu racontes mieux. Oui, quand je suis allée, parce qu'ils m'ont dit, Madame, il faut laisser votre enfant seule et puis après, vous venez la chercher. J'ai dit, OK. Alors après, on était dans le stress. J'ai oublié de lui demander, mais après, je conduisais, Casu, il était derrière. Il n'avait pas le droit à venir devant de la voiture. J'ai dit, Casu, ils t'ont demandé quoi? Il m'a dit, ah oui, maman, ils m'ont dit, pourquoi tu veux devenir Suisse? Et puis je dis, puis qu'est-ce que tu as dit? Elle a dit, j'ai dit, ah, comme ça, je peux trouver un travail facile. Ils ont dit, comment? Elle a dit, parce que j'ai peur, si je n'ai pas la nationalité suisse, je ne peux pas trouver un travail. Ils ont dit, pourquoi? Elle a dit, parce que j'ai vu la télé, un reportage. Il avait un étranger avec un Africain et puis un Suisse. Ils ont présenté. Ils ont dit tout de suite à l'étranger, non, on n'a pas. À l'Africain, ils ont dit le lendemain, non. Et puis, ils ont engagé le Suisse, je ne sais pas c'était quel. Ouais. Et puis, c'est pour ça que j'aimerais avoir, comme ça, je peux trouver le travail après. Ouais. Il a dit, maman, ils ont rigolé, ils ont dit, au moins, on sait, c'est pas un cas social. Il va pas demander social. Non, mais ça, et puis c'est quand même grave de dire qu'à 12 ans, du coup, j'ai dû être consciente Il était que déjà inquiété. justement le statut d'étrangère pouvait me m'handicaper à vie pour trouver un travail. Et à 12 ans, bah, on ne pense pas est-ce qu'on va trouver un travail quand on sera adulte ou pas. Ouais. Et puis ça, je pense que c'est une question que quelqu'un qui a toujours été suisse, donc qui n'a pas eu besoin d'être naturalisé, n'a pas forcément besoin de se poser la question en se disant oh, mais est-ce qu'à cause de ma nationalité, je risque de ne pas trouver de travail ou de logement, etc. Ouais. Quelqu'un d'autre a une question? Tu peux prendre carrément le micro, tu sais, comme ça, après tu lui rends... Alors, ma question, c'était plutôt pour vous, Madame Lutti. À partir du moment où vous étiez élue, que ce soit au Gros Conseil ou en tant que conseillère d'État, vous avez dit que souvent vous étiez la seule femme dans des conseils. Est-ce que vous avez été confrontée à du sexisme explicite de la part de vos collègues? Et si oui, comment est-ce que vous y avez répondu? Oui, effectivement. Je dois dire, c'était même pas tellement méprisante ou méchant, mais j'ai constaté qu'il y a beaucoup de préjugés. On était sûr, justement, les femmes, ils ont un bon cœur, ils peuvent bien s'occuper des enfants, les rôles traditionnels. Mais il fallait vraiment prouver qu'on comprend aussi les chiffres, qu'on sait aussi bien calculer que les hommes, qu'on peut réfléchir rationnellement.
qu'on est aussi structuré dans ses pensées qu'un homme. Alors, c'est vraiment contre ces préjugés. Ça, j'ai souvent vu dans des explications. Je peux vous donner un exemple. Au niveau du Conseil d'État, on est 7 personnes. Et puis, quand il y a un sujet peut-être un peu délicat, chacun donne son avis. Alors, j'ai peut-être expliqué pourquoi je suis là pas d'accord, j'ai argumenté et tout. Après, c'est un autre, le troisième, le quatrième dit peut-être la même chose que j'avais dit, et le cinquième ou le sixième dit après, oui, comme mon collègue a dit, il répète le collègue, mais il ne répète pas ce que la collègue avait dit. Donc, on ne retient pas vraiment ce que les femmes disent. Et là, ces préjugés, ça, j'ai souvent un peu senti que nous devons prouver que nous sommes capables. Mais les autres, les hommes, on pense, voilà, ça va de soi. Donc, c'est assez subtil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, ouais, celui-ci. Est-ce que c'est juste comme ça reste pour le podcast aussi? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour des témoignages qui étaient très pertinents, très réfléchis, très organisés, mais aussi touchants. Alors vous l'avez dit, Madame Luthi, on est en chemin, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Je vais vous poser une question, elle ne doit pas être très longue, mais juste qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous diriez aux femmes aujourd'hui, qu'elles soient issues de la migration ou pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on atteigne cet objectif? Est-ce que je réponds? Ouais, vas-y, commence, et après Madame Luthi. Alors, pour moi, c'est vrai, c'est pas évident donner une réponse. C'est pas 1 + 1, ça fait 2. Par contre, je dis, les femmes, nous, on est fortes. Et puis, on ne doit pas être démotivés par ni les hommes, ni par les autres femmes qui ne peuvent pas et puis qui nous découragent. Je ne sais pas, parce que quelquefois, moi, j'ai eu des discussions comme ça. Alors, mais ça change, même si tu dis ça va quoi changer? Toujours, je dis cette réponse. Je dis, écoute, ça va changer ou pas, moi, je ne peux pas garder ça pour moi. Moi, je vais dire, je vais faire. Après, ça va donner quelque chose, peut-être non, mais je vais répéter encore. Alors, ça veut dire, on doit, je ne sais pas comment on dit en français exactement. Merci, tu vois, dans ma langue maternelle. On ne doit pas savoir être fatigué, on ne doit pas savoir déprimé, on ne doit pas savoir, ah oui, cette fois, ça, non. Un jour, ça va fonctionner. La vie, et le monde, ça fonctionne comme ça. Tu ne peux pas obtenir quelque chose de précieux, ou bien quelque chose que c'est ton droit quand on offre, ou bien facilement. Par exemple, le diamant, c'est très très cher, mais les gens, ils cherchent au fond de la mer. Tu ne peux pas trouver au bord, tu trouves les petites coquillages, hein? Mais le diamant, on va dans la mer, au profond de l'océan. Et puis, pour nous, les femmes, à mon avis, déjà, on a quand même fait beaucoup de progrès. C'est déjà ces dernières 50, depuis 60 ans. Vous voyez, quand je suis née, hein, j'ai déjà changé. Hein. Le monde, mais les femmes, c'est 68 qu'ils ont commencé. Ça veut dire depuis 50 ans, 60 ans, c'est beaucoup développé. Alors nous, on doit continuer. On doit continuer ça. On doit tout simplement, déjà, on commence par nous-mêmes, avec nous-mêmes. Parce que c'est très important, une femme qui a confiance en elle-même. Après, avec sa famille. Après, avec la communauté. Après, tu vas plus loin. Parce que si tu n'es pas convaincu toi-même, avec toi, tu peux pas, si ça ne sort pas dans ton cœur, dans ton esprit, tu ne peux pas donner les autres. Parce qu'il y en a qui parlent et qui font, mais c'est, je ne sais pas, c'est comme un oiseau qui répète les choses. Hein. On a eu les cas comme ça dans les organisations des femmes aussi. Hein. Pour les droits femmes. C'est pour ça il faut vraiment convaincre, c'est notre droit. Et puis, on doit, parce que les hommes, c'est eux qui, comme on dit toujours, c'est eux qui ont écrit. Bien sûr, un homme, quand il écrit la loi, il écrit déjà avec la tête d'un homme et puis l'intérêt d'un homme. C'est une réalité. C'est pour ça, c'est comme le conducteur. Souvent, quand il fait l'accident, inconsciemment, c'est les passagers qui sont concernés.
Alors, c'est pour ça la loi, quand ils ont écrit les hommes, c'est leur intérêt avant l'intérêt des femmes. Alors, j'espère que bientôt la loi, ça sera écrit par les femmes aussi, ou bien par les deux. Alors, comme ça, il y aura plus l'espoir pour nous. Et puis, même si tous les jours on fait une petite chose, à la fin, ça fait une grande chose. Seulement, il faut de ne pas savoir la fatigue. Et puis, on doit être combattant dans le vrai sens avec nous-mêmes et puis avec les autres aussi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux... Mais bien sûr. D'accord. Et vous, madame? Mais c'est parfait. Je peux seulement vous confirmer ce que vous venez de dire. Je crois effectivement d'encourager les femmes. Immiscez-vous, dites ce que vous avez à dire et surtout faites-vous confiance parce qu'on a beaucoup apporté, les femmes. Et je ne veux pas dire, comme vous l'avez dit, ce n'est pas qu'ils soient meilleurs que les hommes, mais il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer, défendre ou aussi présenter leurs intérêts et aussi, bien sûr, revendiquer les intérêts. Et on le fait ensemble, mais ça ne va pas que la moitié seulement, c'est-à-dire que les hommes rédigent notre cadre de vie. Alors, effectivement, engagez-vous, formez-vous, revendiquez, mais oui, effectivement, participer, assumer aussi les responsabilités, comme beaucoup de femmes le font au travail et dans la famille, mais aussi dans la politique. C'est super, je vous remercie beaucoup. Ça, c'était ma dernière question, justement. C'était quoi leur message pour les femmes d'aujourd'hui? Alors du coup, je propose qu'on s'arrête sur cette belle conclusion. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre intervention et pour vos propos. Et je remercie le public pour votre participation. Et aux personnes qui sont aussi à distance. Et je rappelle que cet épisode sera monté en podcast sur toutes les plateformes d'écoute de l'Inconfortable et également sur YouTube, etc. Donc, vous pourrez le revoir en diffusé et aussi avec une qualité un peu meilleure. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.